Cette émission vous est présentée par BMCI, groupe BNP Paribas. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, un épisode spécial dédié aux nouveautés de la norme IFRS 18, cette fameuse norme qui commence à faire parler un peu d'elle, pas très connue pour le moment, pas beaucoup de contenu là-dessus jusqu'à présent. Et pour vous en parler, pour vous dire qu'est-ce qui peut changer pour les émetteurs, les entreprises cotées en bourse et de manière générale les entreprises qui utilisent les normes IFRS, eh bien, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec moi en plateau Si Anas Radi, un expert en la matière qu'on a déjà reçu ici à maintes reprises et qui m'a fait le plaisir aujourd'hui d'être parmi nous pour répondre à nos questions. Si Anas, bonjour. Bonjour, merci Adil. Avec plaisir. Alors vous êtes directeur associé de Conso Plus, vous êtes un consultant en consolidation, n'est-ce pas, des entreprises. Ouais. On se connaissait avant votre nouvelle carrière en tant que consultant. Je sais que vous êtes passé par les plus grands groupes marocains en tant que consolideur. Et donc c'est vraiment un sujet que vous connaissez, les normes IFRS, c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis de très très longues années. Vous êtes également vice-président de l'AMCF, l'Association marocaine des consolideurs financiers. Et donc, je vais faire appel à vos différentes casquettes aujourd'hui pour nous expliquer cette nouvelle norme IFRS 18. En préparant un peu l'émission, j'y connais pas grand-chose, la vérité, mais j'ai compris que ça touche beaucoup le compte de résultat des entreprises. On y reviendra en détail tout à l'heure et on va suivre cette fameuse trame. Pourquoi, quand et comment? Et d'ailleurs, c'est ma première question. Pourquoi cette nouvelle norme IFRS 18? Qu'est-ce qu'elle vient changer? Alors d'abord, la norme IFRS 18 qui est intitulée « Présentation et informations à fournir dans les états financiers », c'est une norme, comme son nom l'indique, qui traite le volet forme de l'information financière. C'est-à-dire que c'est une norme qui va toucher à la fois au format de présentation des états de synthèse et aussi aux informations à fournir en annexe. C'est un peu différent des dernières évolutions normatives IFRS, que ce soit IFRS 15 par exemple sur la reconnaissance de revenus, IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location ou même IFRS 17 sur les contrats d'assurance, qui sont des normes qui traitent le volet évaluation et comptabilisation des éléments d'actifs, passifs, produits et charges. IFRS 18 c'est différent. IFRS 18 c'est un sujet de communication financière par excellence. Donc on calcule de la même manière mais on présente différemment. C'est la forme, voilà. Donc c'est un sujet de communication financière qui revêt quand même une importance cruciale pour l'entreprise dans sa relation avec ses partenaires, que ce soit les investisseurs, les prêteurs, etc. Il faut savoir que l'élaboration et la publication de cette nouvelle norme IFRS 18 s'inscrit dans le cadre d'un projet de l'IASB. Bon, l'IASB, c'est l'International Accounting Standards Board, qui est l'organe en charge de préparer, élaborer et publier les normes IFRS. Ce projet il est appelé Better Information in Financial Reporting. C'est un projet à travers lequel l'IASB s'est fixé comme priorité de rendre l'information financière plus utile et d'améliorer la façon dont il est communiqué aux utilisateurs des états financiers. Et à partir de là, la norme IFRS 18 représente une réponse aux demandes des utilisateurs des états financiers, en particulier les investisseurs, en matière de transparence, en matière d'utilité et en matière aussi surtout de comparabilité de l'information financière. Et il faut dire que quand même il s'agit de l'évolution la plus importante en matière de présentation de la performance financière depuis plus de 20 ans. C'est vraiment le fruit et l'aboutissement d'une série de réunions avec les consommateurs de l'information financière, d'une série des travaux d'analyse, de diagnostic, des publications, des communications financières des entreprises qui sont en IFRS depuis des années. Alors l'entrée en vigueur, elle est prévue pour quand? C'est à partir du 1er janvier 2027, mais avec une possibilité d'application anticipée en fait, dès que possible. Alors quels sont les principaux changements qui sont apportés concrètement? Oui, en fait, si je veux résumer de façon assez sommaire le contenu, quand même, la norme IFRS 18, c'est une norme très consistante, très volumineuse, point de vue taille. On parle quand même de 444 pages, y compris les bases de conclusion, 180 pages hors base de conclusion. C'est quand même beaucoup pour une norme IFRS, surtout de présentation. Si je la compare avec la norme actuelle, IAS1, il fait une vingtaine de pages. Donc c'est une norme quand même assez consistante. Et si on veut résumer les principales nouveautés apportées par IFRS 18, je citerai trois principales nouveautés. Un, c'est plus de normalisation et de standardisation de comptes de résultats, avec la définition des nouvelles catégories de produits et de charges, et avec des nouveaux indicateurs obligatoires à afficher sur le compte de résultat. Deuxièmement, plus de transparence
par rapport aux indicateurs de performance définis par la direction, pour la première fois abordés par une norme internationale, avec une obligation de réconciliation en annexe avec un indicateur normalisé et une obligation par conséquent de faire auditer ces indicateurs alternatifs. La troisième nouveauté, ça concerne plus de désagrégation de l'information financière en vue de pousser les entreprises à fournir plus de détails, que ce soit dans les états de synthèse ou bien dans les notes annexes. Ça veut dire tout simplement que demain, avec la nouvelle norme IFRS 18, ça sera plus compliqué pour les entreprises de regrouper des éléments dissemblables sur une ligne qui s'appelle « Autres ». Okay. Autres produits et charges, autres dettes et créances, etc. Voilà, donc ça c'est désormais plus compliqué parce que désormais la norme IFRS 18 encadre bien ce sujet avec des critères clairs pour l'agrégation et la désagrégation de l'information financière. Donc, alors, grosso modo, ça c'est on va dire les trois principales nouveautés apportées par la norme. Alors, je reviens peut-être sur le premier point, sur le compte de résultats. Aujourd'hui, on a une structure un peu classique avec résultats opérationnels, le financier, le non courant. Est-ce que cette structure-là générale va changer à votre avis? Exact, oui. Bon, l'état de résultat global, c'est l'état de synthèse le plus touché par cette évolution normative. Il faut savoir que l'état de résultat global, bien sûr, c'est un état hyper important, très riche en informations financières, en indicateurs de performance, et c'est parmi les états les plus utilisés, pour ne pas dire le plus utilisé, par les consommateurs de l'information financière pour calculer des ratios d'analyse, de rentabilité, etc. Le problème aujourd'hui avec la norme actuelle IAS 1, c'est que les sous-totaux des produits et des charges, c'est-à-dire les indicateurs de performance, ne sont ni définis ni requis par les normes IFRS. En particulier l'IAS 1 qui est la norme de référence au niveau de la présentation. On peut un peu mettre ce qu'on veut là-dedans. Exactement. Les entreprises choisissent les sous-totaux qu'elles souhaitent présenter au grand public en toute liberté. Et effectivement, je rebondis sur ça parce que nous et beaucoup de nos internautes vont se trouver dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand on compare deux entreprises du même secteur, des fois on a deux CPC avec des lignes qui sont différentes, l'une présente un EBE, l'autre un EBITDA, etc. Et même si on a la même appellation, ça peut être calculé différemment. Vous savez, l'IASB a fait une étude qui a montré que les 2/3 des entreprises qui reportent en IFRS affichent un indicateur qui s'appelle le résultat d'exploitation. Bon, chose qui est tout à fait normale. Maintenant, ce qui est anormal, c'est qu'il y a au moins 9 méthodes de calcul différentes qui ont été recensées pour calculer ce résultat d'exploitation. Là, c'est clair que ça pose un problème de comparabilité. C'est pourquoi, justement, la norme IFRS 18 a introduit deux nouveaux sous-totaux obligatoires qui sont le résultat d'exploitation, désormais bien défini au niveau de la norme, bien encadré. On sait très bien désormais qu'est-ce qu'il faut inclure, qu'est-ce qu'il faut exclure d'un résultat d'exploitation. Et le deuxième indicateur, c'est le résultat avant financement et impôt, ce qu'on appelle communément l'EBIT, le Earning Before Interest and Taxes. Donc désormais, à partir de 2027, toutes les sociétés qui sont en IFRS vont devoir afficher dans leur compte de résultat ces deux indicateurs bien normalisés, bien comparables. Ceci, bien évidemment, bien sûr, la norme ne ferme pas la porte à la flexibilité octroyée par l'actuelle norme IAS 1 de permettre aux entreprises d'inclure d'autres indicateurs supplémentaires. Ça veut dire que, mais au moins, il faut avoir ces deux indicateurs normalisés. On peut inclure la marge brute, on peut inclure un résultat avant élément non récurrent, ça c'est possible. Maintenant, la deuxième grande évolution qui concerne toujours le compte de résultat, c'est la nouvelle catégorisation des produits et des charges. Donc là, la norme IFRS 18 définit justement une nouvelle structure du compte de résultat en 3 blocs. Investissement, exploitation, investissement et financement. C'est un petit peu une structure similaire à celle de tableau de flux de trésorerie, point de vue architecture. Ceci présente l'avantage que désormais, à partir de 2027, on va voir tout le monde présente le CPC de la même manière, en 3 blocs. Le bloc exploitation va regrouper tous les produits et toutes les charges qui sont en rapport avec le cœur de métier de l'entreprise. En plus, selon la norme, toutes les charges et tous les produits qui ne sont pas des produits d'investissement et de financement. Ça veut dire qu'ils ne répondent pas à la définition de la catégorie 2 et 3. Le deuxième bloc qui est le bloc d'investissement, là on va, c'est d'ailleurs une nouvelle catégorie, c'est pour la première fois on va voir un bloc investissement dans le CPC. Donc ça va regrouper les produits et les charges en lien avec l'investissement de l'entreprise. Les amortissements, genre plus des produits par exemple de dividendes, sur des participations non consolidées, des quotes-parts dans le résultat net des sociétés mises en équivalence, que ce soit des entreprises associées ou des co-entreprises, un produit de placement sur de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, et même parfois un revenu locatif issu des immeubles de placement.
Donc ça, c'est le bloc 2, la catégorie investissement. Excusez-moi, ce sont des éléments aujourd'hui qu'on retrouve un peu partout Un peu dispersés dans le exactement, tout à fait. Maintenant, ça va être plus cadré avec 3 blocs. Donc, on a dit exploitation, investissement. Le troisième bloc, c'est le bloc financement. Donc là, on va regrouper tout simplement tous les produits et charges en rapport avec le financement de l'entreprise. En l'occurrence, les charges d'intérêt sur emprunt, les charges d'intérêt sur les passifs financiers. Donc, si vous voulez, cette nouvelle structure en 3 blocs, normalisée désormais, standardisée, va permettre aux entreprises, quel que soit leur business model, de mieux refléter leur performance. Toutefois, bien sûr, la norme, il prévoit des amendements et des modifications, des adaptations, si on veut dire, pour permettre à certaines entreprises qui ont des activités spécifiques, comme par exemple les banques, les assurances, etc., de mieux refléter l'image fidèle et d'appliquer les dispositions de façon plus pertinente. Mais en tout cas, c'est une évolution majeure quand même sur le compte de résultats. Ça permet plus de standardisation et plus de structuration et de comparabilité surtout de l'information financière. Alors, vous êtes consultant CNS et vous accompagnez beaucoup les entreprises. Et il y a un sujet qui va se poser très rapidement, parce que 2027, c'est demain en termes de comptabilité. Quels sont les défis, à votre avis, que vont rencontrer les émetteurs aujourd'hui pour implémenter cette norme? C'est clair que l'implémentation de l'IFRS 18, c'est un sujet qui va poser certainement des défis, mais qui va ouvrir aussi la porte à des opportunités pour les entreprises. Maintenant, pour moi, peut-être l'erreur à ne pas commettre, c'est de sous-estimer ce chantier et dire que ce n'est que de la forme. C'est un projet vraiment d'envergure qui va nécessiter une bonne préparation, une préparation même minutieuse. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Ce n'est pas comme les anciennes normes qui sont parfois concernent certains secteurs d'activité ou certaines entreprises qui font certaines pratiques, locations, etc. Là, c'est tout le monde qui est concerné. Toutes les sociétés qui sont en IFRS sont concernées. Et de ce fait, c'est un sujet qui quand même contient plusieurs défis. Notamment, il y a un bon travail de documentation à faire au niveau, par exemple, des MPM dont on va parler peut-être, les indicateurs de performance définis par la direction. Il y a aussi un sujet IT, il y a des changements au niveau des systèmes d'information internes pour permettre justement de les adapter afin de les rendre capables de collecter les inputs requis par la nouvelle norme et de préparer aussi les outputs, ça veut dire les états de restitution, par exemple le CPC avec ce nouveau format, les nouveaux indicateurs, etc. Tout ça, c'est des modifications au niveau de l'IT. C'est aussi un besoin de formation des collaborateurs. En fait, toute l'équipe qui intervient dans le circuit de préparation de l'information financière, que ce soit les comptables, les consolideurs, les responsables confis, les dirigeants de l'entreprise doivent être au courant de ce qui se passe et de ces évolutions normatives, les auditeurs qui vont auditer les comptes. Donc il y a aussi un grand besoin de formation et de mise à jour par rapport à cette norme, quand même, comme j'ai dit, assez consistante d'un point de vue contenu. Là, on ne présente que les grandes lignes. Bien sûr. Donc, il y a vraiment un défi, et bien que peut-être il peut, bien qu'il semble y avoir suffisamment du temps avant 2027, pour moi, je pense qu'il faut s'y mettre dès à présent. L'idéal, ça sera de lancer un travail d'analyse d'impact détaillé et de mettre en place dès 2024 un plan d'action avec une mise en œuvre progressive d'ici 2027. Comme ça, on sécurise la transition. Et peut-être, point de vue opportunité, c'est une excellente opportunité, moi je pense, pour nombreuses entreprises qui vont pouvoir réexaminer leur communication financière à l'occasion justement de l'application et de l'implémentation de cette nouvelle norme, réexaminer la pertinence des indicateurs qu'elles utilisent, surtout les indicateurs alternatifs, revoir leur communication financière, créer un nouveau rapport de confiance avec les investisseurs et surtout renforcer leur gouvernance financière. Très bien. Alors vous avez parlé beaucoup de MPM, d'indicateurs suivis par la direction, d'indicateurs un peu alternatifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces indicateurs-là? Alors effectivement, c'est une première au niveau des normes IFRS, le fait de s'attaquer de façon aussi directe et détaillée à ce sujet des indicateurs définis par la direction. Ce qu'appelle la norme IFRS 18, MPM, Management Defined Performance Measures. Donc pour comprendre les MPM, moi je vais expliquer plus la notion d'APM, les Alternative Performance Measures, qui est plus large, et dont les MPM ils font partie. Alors les APM, ce sont des indicateurs de performance définis par la direction qui sont communiqués au grand public, mais en dehors des états de synthèse.
D'accord? Ça veut dire que ces indicateurs, on ne va pas les retrouver au bilan, au CPC, au tableau de flux de trésorerie ou même en note annexe. Ça va être des commentaires, des communiqués de presse. C'est dans les communiqués de presse, effectivement, dans les présentations aux investisseurs, etc. Donc, ces indicateurs, on les appelle également non-GAAP measures, ad hoc measures. Ce sont des indicateurs très fréquemment utilisés par les sociétés cotées dans leur communication financière. L'idée derrière, c'est quoi? C'est que ces entreprises ou le management essayent de mettre en lumière un ou plusieurs aspects non forcément capturés par les indicateurs comptables traditionnels normalisés et définis par les normes. Donc, ils souhaitent vraiment mettre en lumière et mettre les projecteurs sur un volet spécifique de la performance à travers un indicateur, c'est pour ça qu'on l'appelle indicateur alternatif, qui est adapté, qui est personnalisé, donc la formule, elle est créée par l'entreprise elle-même. Maintenant, ces indicateurs, ils peuvent être des sous-totaux de produits et de charges, comme l'EBITDA par exemple, le plus connu. Ça peut être des sous-totaux d'actifs et de passifs, comme la dette nette. Ça peut être des sous-totaux de flux de trésorerie, comme le free cash flow. Maintenant, le problème avec ces indicateurs alternatifs de performance, c'est que leur calcul et leur présentation, parfois, ils manquent de rigueur et de cohérence, ce qui nuit à leur crédibilité, à leur fiabilité. D'autant plus qu'ils ne sont pas audités. Du moment où ils sont présentés en dehors des états de synthèse, un communiqué de presse, etc., il ne fait pas l'objet de revue des commissaires aux comptes. Donc c'est pourquoi la norme IFRS 18 et l'IASB ont tenté, à travers cette nouvelle norme, de faire sortir ces indicateurs alternatifs de la zone d'ombre et les mettre sous les projecteurs, en définissant cette nouvelle notion qui s'appelle MPM. Alors les MPM, c'est quoi? Si on suit un petit peu la définition qui est notée au niveau de la norme IFRS 18, c'est tout indicateur qui répond à 4 conditions. La première condition, c'est qu'il doit être un sous-total de produits et de charges. Uniquement. Ça veut dire que pas de ratio sur le bilan. Dette nette, voilà, tout ce qui est sous-totaux de bilan, sous-totaux de flux de trésorerie, c'est exclu de la définition MPM IFRS 18. Ça doit être un sous-total qui est communiqué en dehors des états de synthèse, comme on vient de dire dans les communiqués de presse, les présentations aux analystes, etc. Ça doit être un indicateur de performance qui reflète le point de vue de la direction sur un volet spécifique de la performance, ce qu'on vient d'expliquer. C'est l'objet même de l'indicateur alternatif. Et la dernière condition, c'est que ça ne doit pas être défini ni par IFRS 18, ni par toute autre norme IFRS. Ça veut dire que ça ne doit pas être un indicateur normalisé. Voilà. Parce que si c'est normalisé, il n'y a pas de sujet. Donc, une fois un indicateur, il vérifie les 4 conditions de façon cumulative, on dit qu'on est dans la définition de MPM. Et vous remarquez que cette définition, elle est très étroite. À ce stade, peut-être que ça va être élargi par la suite parce que ça exclut déjà, comme on a dit, les sous-totaux de bilan et de flux de trésorerie, donc dette nette. Qui sont très importants. Exactement. Donc là, pour l'instant, c'est hors champ d'application de IFRS 18 par rapport à ça. Ça exclut les indicateurs qui sont définis par la norme, genre résultat d'exploitation, EBIT, marge brute, etc. Et ça exclut aussi les indicateurs de performance non financière, parce que parfois, il y a des entreprises qui préfèrent communiquer dans leur communiqué de presse sur des indicateurs opérationnels, nombre de clients, nombre d'abonnés, taux de satisfaction client, etc. Donc tout ça, c'est exclu de la définition MPM. Maintenant, peut-être pour donner des exemples des MPM qui restent dans le champ d'application, ça peut être un résultat d'exploitation ajusté, ça peut être un résultat net ajusté, ça peut être un résultat courant ou peut-être un résultat avant élément non récurrent, ce genre de ratio, en fait, de sous-totaux, d'indicateurs qui sont personnalisés et créés par l'entreprise elle-même. Maintenant, qu'est-ce que demande, qu'est-ce qu'exige la norme IFRS 18 par rapport à ces MPM? Vu qu'on essaye de les mettre en lumière, la norme exige désormais toute une note annexe entièrement dédiée à ce sujet. D'accord. Donc il y aura la création d'une nouvelle note annexe qui va s'ajouter au package, à la liste des annexes obligatoires IFRS, qui va être appelée. On explique le calcul. Exactement. Bon, cette note annexe, il doit répondre à 4 questions fondamentales. D'accord. D'abord, pourquoi cet indicateur? Donc là, la norme, en fait, l'entreprise doit expliquer, doit donner un descriptif de l'indicateur, son utilité et le pourquoi de son choix. Qu'est-ce qu'il reflète exactement? Parce qu'on a dit qu'il doit refléter un aspect et mettre en lumière un aspect qui n'est pas suffisamment présenté au niveau des indicateurs normalisés. Donc le pourquoi, le comment, ça veut dire comment calculer l'indicateur de performance alternative, ça veut dire qu'il faut donner la formule de calcul, qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que ça exclut. Et troisièmement, il faut le rapprocher avec un indicateur normalisé, ça veut dire qu'il faut avoir un tableau de passage, sorte de bridge, entre un indicateur normalisé et l'indicateur normalisé. Comme ça va être clair avec les chiffres, y compris l'impact impôt,
pour que les utilisateurs puissent savoir comment on fait le passage d'un indicateur normalisé à cet indicateur normalisé. Et la quatrième question, c'est expliquer tout changement qui en fait opéré par l'entreprise au niveau de cet indicateur. Changement de formule, parfois changement d'indicateur même. L'entreprise peut supprimer un indicateur et le remplacer. Mais on doit documenter ça au niveau de l'annexe. Donc l'annexe, il met en lumière ces indicateurs de performance de plus en plus. Et du moment où ça va être une annexe obligatoire dans le package, donc il fera l'objet indirectement de l'audit par les commissaires aux comptes. Donc ça va être audité. Donc il y a un droit de regard du commissaire aux comptes. Exactement. Et c'est ça l'objectif de la norme IFRS 18, c'est de mettre en lumière justement ces indicateurs de performance au niveau des annexes et les faire rentrer dans les états de synthèse. Je citerai d'autres dispositions qui concernent par exemple le tableau de flux de trésorerie, avec désormais une définition de résultat d'exploitation comme étant le point de départ de la méthode indirecte. D'accord. Donc maintenant c'est obligatoire. C'est normalisé parce qu'avant on laissait le choix aux entreprises. Il y avait des entreprises qui font le départ du résultat net, du résultat des activités ordinaires. Maintenant c'est fixé par la norme, il faut partir de résultats d'exploitation. Okay. La deuxième disposition au niveau du tableau de flux de trésorerie, c'est la suppression de l'option qui permet de présenter les intérêts et les dividendes au niveau des activités opérationnelles. Avant, aujourd'hui, avec la norme actuelle, il y a cette option. Soit on les présente en activité opérationnelle, soit dans l'investissement ou financement. Désormais, il n'y a plus de possibilité de présenter les intérêts et les dividendes encaissés ou décaissés en flux de trésorerie opérationnel. Il faut les mettre soit dans le flux de trésorerie d'investissement quand on encaisse les intérêts et les dividendes. Donc c'est un flux de trésorerie d'investissement parce que c'est un retour sur investissement. Et quand on les décaisse, quand on paye des intérêts ou on paye des dividendes, il faut les mettre dans le troisième bloc, flux de trésorerie de financement. Alors concernant peut-être que je pose une question qui n'est pas pertinente, mais pour une holding par exemple, ou dont l'activité est principalement une remontée de dividendes, etc. Ça, il y a des adaptations nécessaires. Si je prends par exemple le secteur bancaire, le produit d'intérêt, c'est un produit d'exploitation. Oui. Donc on ne va pas mettre l'intérêt reçu en investissement. Donc effectivement, la norme, il prend en considération ces secteurs ou ces activités spécifiques et il prévoit des dispositions spécifiques qui vont permettre justement à ces sociétés de refléter l'image fidèle. Peut-être une dernière disposition au niveau du bilan, c'est la présentation du goodwill sur une ligne séparée. Donc désormais, les entreprises ne doivent pas regrouper le goodwill avec les immobilisations incorporelles. Il faut les mettre sur une ligne à part, isolée des immobilisations. Aujourd'hui, on le voit, certains le présentent, d'autres non. Voilà, il y a des gens qui le mettent, des entreprises qui le mettent avec les immobilisations incorporelles comme étant une immobilisation incorporelle. La norme, il dit que c'est un poste à part entière, il faut le présenter sur une ligne distincte. Et puis, il y a bien sûr plusieurs dispositions qui ont été reprises de la norme IAS 1 dans la norme IFRS 18. Mais ça, on va dire, c'est principalement les nouveautés majeures apportées par cette évolution normative. Bah écoutez, très bien, entrée en vigueur en 2027. Exact. Et on essaiera de faire le point là-dessus. S'il y a d'autres nouveautés qui arrivent avec vous, c'est Anas Radi, je rappelle que vous êtes directeur associé de Conso Plus. Merci encore une fois pour vos réponses. Merci pour l'invitation. Cette émission vous a été présentée par BMCI, groupe BNP Paribas.